Nuda.
vais vous raconter l'histoire. Je ne sais pas si c'est un peu comme les contes merveilleux, mais ça en présente les intensités affectives que l'on retrouve dans les histoires de fées, d'ogres. Donc c'est une histoire qui a commencé dans un atelier, un des premiers ateliers d'expression que j'avais avec Max Pagès, que j'avais créé ici à Bordeaux, et nous avions fait cet atelier dans un laboratoire audiovisuel. On avait filmé, un atelier qui avait été filmé. Et dans le groupe qui s'était engagé dans cette expérience, donc c'était un atelier à médiateurs multiples, dans lequel les animateurs, Max Pagès et moi, étions dans cette... C'est le début de la recherche autour de ce mode d'animation dans lequel l'animateur, justement, n'est pas là comme un guide, n'est pas là comme un enseignant. Nous étions là à la fois en tant que personne, en tant que chercheur, mettant au point une approche de l'animation non directive, inspirée de Carl Rogers, d'un côté, qui était la grande préoccupation à l'époque de Max Pagès, c'est-à-dire d'une approche psychosociologique très fortement influencée par la non-directivité. Et ma contribution personnelle étant dans ces groupes d'expression verbale non directive, moi j'avais amené mon circus personnel, mon petit cirque de médiateurs. J'avais amené un certain nombre de choses dans ces ateliers, des malles d'objets, des instruments de musique, des feutres, enfin tout un assortiment de possibilités langagières. Nous avions convoqué un groupe qui avait répondu. Et pendant une semaine, nous étions donc retrouvés dans ce labo, enveloppés par toute une infrastructure vidéo, avec le but de faire un document pour la recherche sur les phénomènes de groupe, la communication, l'expression, qui était à l'époque quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde de la psychosociologie. Et dans ce groupe, donc, les gens venaient surtout pour Max Pagès parce qu'il avait une grande notoriété, c'était un leader dans le monde universitaire. Et donc les gens venaient pour lui sur la base un peu de ce désir de rencontrer, comme moi j'avais eu ce désir aussi de le rencontrer au travers de ses bouquins, au travers de ses travaux. Et dans ce groupe, il y avait une personne que j'appellerai par son prénom, donc qui s'appelle Paulette, qui était venue dans cette optique-là de rencontrer cet homme, figure paternelle, masculine, intellectuelle. Et le séminaire, on appelait ça des séminaires à l'époque, on n'appelait pas encore ça des ateliers, s'est déroulé pendant les 3-4 premiers jours sans que rien de particulier ne se passe pour cette personne. Et le 4e jour, eh bien, il s'est passé un événement pour elle très, très intense qui s'est fait sous la forme d'un mouvement qu'on pourrait qualifier d'une régression, d'une grande régression, qui a été l'effet d'une sorte de ricochet dans sa tentative d'investissement de cette figure paternelle. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui est notable pour elle, et c'est moi qui ai reçu
cet investissement affectif, moi qui étais symboliquement peut-être dans l'ombre de Max Pagès, qui était peut-être la figure maternelle au niveau fantasmatique pour elle, et à partir d'une situation quasi accidentelle de contact corporel, Paulette donc s'est plongée dans une régression assez spectaculaire, et à partir de ce mouvement de régression, quelque chose s'est mis en place d'une demande de thérapie qui m'était adressée, qui a mis un certain temps à se matérialiser. Et les conditions de ce travail étaient difficiles parce que cette personne habitait à 300-400 km de chez moi. Et au bout de plusieurs mois, donc, la demande, moi, je n'étais pas thérapeute à l'époque. J'avais commencé à travailler en fac de psycho, de sociaux, où je commençais mes premiers séminaires d'expression. Et puis j'ai commencé à travailler en hôpital psychiatrique de jour, ici à Bordeaux, donc avec des personnes étiquetées de psychotiques. Mon atelier était une espèce de marmite pour les gens un peu les plus régressés de l'institution, des schizophrènes, des gens avec des névroses d'angoisse bien carabinés. Et donc j'étais dans un travail d'initiation au fond à la fonction thérapeutique. Ce que je vous ai raconté hier, c'est qu'on était dans cette institution, on avait été recruté justement parce qu'on n'était pas psy. Moi-même, je n'avais pas de formation psychiatrique, je n'avais pas encore acquis ce métier psychothérapeutique. Donc je n'étais pas prêt encore à assumer une demande analytique. Et dans ce qui s'est déclenché là, eh bien j'ai été assigné, c'est comme si j'ai été assigné, mis en demeure de signifier clairement à cette personne si je pouvais la prendre dans un travail d'expression analytique à visée thérapeutique, donc, ou non. Et il y a eu toute une période, donc ça s'est organisé sous la forme d'une correspondance, ça s'est fait par écrit, et ce mode de relation par l'écriture a été le premier mode de travail avec cette personne qui s'est ensuite institutionnalisé. En gros, j'ai conduit avec elle une thérapie par correspondance. Alors ça s'est traduit pendant une dizaine d'années par un volume de lettres échangées de part et d'autre d'à peu près plus d'1 millier de lettres en l'espace de 10 ans, à raison de 2 ou 3 lettres de sa part par semaine, peut-être d'une et parfois de 2 de ma part, dans un travail donc pour moi d'être comme soumis à une espèce de tsunami. Après coup, ça pourrait être une image correspondant à ce qui s'est passé pour moi, à savoir que j'ai reçu de cette personne un transfert massif, un transfert affectif massif, et que j'ai été moi-même saisi dans ma vie affective, pris au col et obligé de trouver une réponse qui soit cohérente d'acceptation ou non de cette demande de prise en travail analytique. Et donc je me suis entouré à ce moment-là, j'ai été dans un travail avec Max Pagès de supervision, de tentative de comprendre ce qui se passait pour cette personne, de tentative aussi de reprise analytique par l'intermédiaire de Pagès, c'est-à-dire Pagès se proposait de faire un travail de psychothérapeute avec elle, mais c'est pas ça qu'elle voulait. Ce qu'elle avait besoin, c'était de travailler dans le cadre du transfert tel qu'il s'était mis en travail au moment de cet atelier. Donc ça voulait dire que moi, je me trouvais confronté, c'est comme si j'avais eu une sorte de...
à la fois d'une personne adulte qui avait 15 ans de plus que moi, elle avait 47 ans, moi j'avais 30 ans. Donc c'est comme si je m'étais retrouvé avec une sorte de fœtus externe accroché comme ça au flanc et mis en demeure de trouver ma fonction matérielle, symbolique, et de ne pas être en confusion. Et toute une partie de mon travail d'ailleurs a consisté à parvenir à ne pas être en confusion avec cette saisie dans une relation symbolique, en confusion avec ce qui pouvait en être du fonctionnement du réel, c'est-à-dire d'une mise en travail de ma propre affectivité contre-transférentielle. Tout mon travail pendant quelques années aura consisté à me séparer psychiquement de cette relation massive intertransférentielle. Je crois que si j'ai adopté ce terme d'intertransférentiel, c'est bien pour signifier que dans ce type de travail, eh bien, ça ne fonctionne pas sur un mode à sens unique, en tout cas pas dans la façon dont moi je pouvais vivre mon rôle de thérapeute, que c'était réellement un travail d'installation mutuelle du client et de l'analyste dans un espace d'investissement affectif mutuel, et que tout le travail consistait à arriver à discerner comment cette relation s'était installée, comment elle se développait, qu'est-ce qui s'y jouait au quotidien de nos échanges. Donc j'ai à peu près 1m10 à 1m20 de lettres empilées les unes sur les autres, hein, qui constituent cette tentative, ce travail-là de séparation de l'espace affectif, de l'espace fantasmatique, entre elle et moi, de savoir qu'est-ce qui jouait pour chacun des deux et comment notre relation, au travers de cette relation, pouvait se discriminer, pouvait se lire l'histoire de la construction névrotique de cette personne entre ses deux parents. Donc voilà, si vous voulez, le cadre inaugural de cette communication folle. C'était une communication folle. Il fallait que je travaille à partir de là, sans y être englouti, sans nier aussi ce caractère de submersion dans lequel j'étais pris, et en me donnant aussi des moyens, bien entendu, de pouvoir, moi de mon côté, parler de ce qui m'arrivait pour pouvoir clarifier ce qui se passait dans la relation transférentielle elle-même. Donc si vous voulez, pour moi, cette chose-là décrit clairement qu'est-ce que c'est un travail analytique. Un travail analytique, c'est la tentative de dégager d'une histoire subjective qui s'installe entre deux personnes, le client et l'analyste, le client, la personne qui vient pour résoudre des problèmes extrêmement violents qui habitent sa vie fantasmatique, et un aidant, pas un soignant, un thérapeute, je ne savais pas trop comment m'appeler là-dedans, puisque je ne me sentais pas très autorisé à l'époque à dire que j'étais thérapeute. Ça a été pour moi aussi une façon de me rendre compte que être thérapeute, c'était pas un métier, entre guillemets, c'était pas un job, c'était une façon d'être par rapport à une personne qui est en demande de soins. Là, il y avait une demande de soins, de prise en charge quasiment, et une demande de compréhension de l'origine de toute cette souffrance. Donc le travail de thérapeute, c'est à un moment donné quelque chose qui s'établit dans une communication où les deux partenaires de cette communication se donnent comme tâche de construire un savoir issu de ce lien imaginaire mis en place dans la relation transférentielle pour voir comment ce qui se passe au niveau du transfert, mais on ne le sait pas au début, on ne le sait pas pendant un certain temps, comment ce qui se passe là est une représentation, représenter, c'est-à-dire réintroduire dans le présent quelque chose qui a déjà eu lieu il y a très longtemps
qui échappe totalement à la perception de la personne, qui se remet entre les mains d'un professionnel, lui-même en construction à l'époque, pour pouvoir voir comment ça fonctionne ici et maintenant, et tenter de percevoir que ce qui se passe ici et maintenant dans cette relation affective mutuellement investie est une représentation pour le client, de façon privilégiée bien entendu, même si ça représente aussi quelque chose pour l'analyste, de comprendre là où il est saisi de sa propre histoire, dans sa propre histoire et dans ce qu'il donne au sein de cette communication. Donc il y a eu une période intermédiaire entre la fin de ce séminaire, de cet atelier, et puis le moment où j'ai dit, eh bien écoute, maintenant, on va pas rester dans cette indétermination, on va commencer ensemble une psychothérapie, toi à ta place de client, moi à la mienne d'analyste, et ce contrat, on ne sait pas quelle va être sa durée, on va essayer de le conduire, jusqu'à son terme. Voilà. Ça a démarré comme ça. Et à partir de là, donc, j'ai mis en place un cadre où nous avions donc cet échange par correspondance, puisqu'il n'était pas question de faire 400 km une ou deux fois par semaine. Et nous nous rencontrions une journée par mois, une journée complète, dans différents lieux, puisqu'à l'époque, moi-même, j'étais un peu nomade, je n'étais pas encore fixé, je n'étais pas établi. Et toute une partie de ce travail de rencontre avait lieu dans des lieux dispersés, ici à Bordeaux, ou dans des coins près de la ville de Bordeaux, ou des nations, pour pouvoir parler de ce qui s'était vécu, ce qui s'était exprimé dans l'écriture pendant l'intervalle entre les deux entrevues. Mais disons que le centre opératoire du travail analytique, ça a été la correspondance, dans un premier temps. Et puis, dès la première année, je ne sais plus trop comment ça s'est mis en place, mais elle avait dû m'envoyer quelques dessins, comme ça, elle avait dû faire quelques dessins dans ses premières lettres pour m'expliquer des choses. Et à Noël, je lui ai offert une boîte de pastels. Je lui ai envoyé une boîte de pastels de mon point de vue de thérapeute complètement atypique. Ça me paraissait tout à fait intéressant d'explorer. Je n'étais pas encore dans tout ce travail autour des médiations. Je démarrais juste. Et elle a reçu ça comme un cadeau, comme un enfant à qui on fait un cadeau, à qui sa maman ou son papa, on ne savait pas trop, quel était le pôle dominant. Elle a commencé à faire tous ces dessins, tous ces grands dessins que vous voyez sur les feuilles, que j'ai mis au sol. Et elle a commencé à s'engager donc dans une activité de dessin et de coloriage avec les pastels gras. Et elle a commencé à m'envoyer ces carnets, ces petits carnets dans lesquels elle faisait des photos. Alors il y a eu tout un travail à tiroir. Il y avait son travail de dessin, il y avait un travail de reproduction de dessin sur ces petits carnets. Et elle me demandait, au début, en m'envoyant ces petits carnets, elle me demandait en quelque sorte d'interpréter ces dessins. Alors j'étais un peu encombré avec cette demande et j'avais décidé à ce moment-là d'écrire, de faire des interprétations en écriture automatique, c'est-à-dire pas d'interpréter la signification, mais d'interpréter la partition visuelle en une écriture automatique, dans laquelle, au fond, je donnais littéralement des interprétations au sens où on dit qu'un orchestre interprète une partition musicale. C'est comme si elle me donnait une partition visuelle et que moi je la traduise en mots. Et donc ça a invigoré son travail
de peinture, enfin de dessin. À l'époque, c'était du dessin. Et ces dessins ont pris une grande place dans son existence. Ensuite, elle s'est mise, elle a exploré après ces dessins. Il y a une autre médiation qui a été fortement investie par elle, donc je n'ai pas de traces sous forme d'objets ici, il y en a quelques-unes dans le musée. C'était son travail avec l'argile. Donc elle avait vu chez moi, elle avait vu mon travail avec la céramique, et ça l'a mobilisée autour de l'argile. Et elle a fait chez elle, donc tout ce travail se faisait chez elle. Hein. Ça ne s'est pas fait dans un atelier. Il n'y a jamais eu de relation avec elle au niveau d'une utilisation de mon atelier comme lieu de travail analytique. Chose que je tenterai à plusieurs reprises avec d'autres personnes. Donc elle a une production en argile extrêmement forte, dont vous avez des images, des photos dans les livres là, qui sont sur le... Vous avez peut-être vu les gros livres rouges. À une ou deux reprises, donc à un moment donné, Paulette a organisé un atelier d'argile avec convocation d'un groupe. Je raconte ça dans mon travail sur le livre Argile vivante. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais elle s'était organisée un stage pour elle, en définitive, pour pouvoir retrouver les conditions d'un atelier de groupe avec cette médiation particulière de l'argile, là aussi où elle aura fait un travail absolument extraordinaire dans lequel les personnages de son histoire, en particulier le père et la mère, dont on retrouve la trace tout au long des productions de dessins, vont être rematérialisés, c'est-à-dire que pratiquement cette femme a réussi à inscrire dans la création, dans ses créations picturales, dans ses dessins, toute l'histoire de sa souffrance, de sa rencontre, de ces collisions entre le discours du père et le discours de la mère, et de la violence des discours entre le père et la mère, qui est extraordinairement représenté dans ce tableau-là. Je trouve que ce tableau, si vous voulez, c'est une espèce de matérialisation de la façon dont elle a pu se vivre en tant qu'enfant ici, entre les paroles, entre la violence des paroles entre le père et la mère. Donc il y a toute une histoire autour du père qui a été éjecté de l'univers familial, interdit de rencontre par la petite fille, et de toute cette violence, de toute cette haine dont on ne sait pas trop, en définitive, si c'est une haine et une violence fantasmatique, subjective, et si elle correspond réellement à une expérience vécue de la violence entre les parents. Donc cette personne a vraiment utilisé, à partir d'une petite incitation, d'une petite induction sous la forme d'une boîte de pastel, s'est senti autorisé à investir l'espace de création comme mode de parole analytique. Une de mes hypothèses de travail, de mes convictions, de mes idées, c'est que le champ expressionnel, le travail de l'expression avec les médiations constitue l'équivalent de ce qui peut se passer dans une psychanalyse, dans le travail d'association et d'énonciation verbale. Le travail associatif, le travail d'énonciation verbale dans la psychanalyse, eh bien, ici, je pense qu'on peut s'appuyer sur cette hypothèse que la projection picturale, la projection sous la forme de dessin, de collage, d'argile, peut être le lieu d'énonciation d'une parole analytique qui va ensuite pouvoir être reprise dans un travail d'élaboration et de construction auquel moi, bien entendu, j'ai été invité
et auxquelles je répondais. C'est-à-dire qu'une partie de nos entrevues, par la suite, consistait à certains moments, à pouvoir reparler de ce qui se passait dans son travail avec les médiations qu'elle faisait chez elle dans la plus grande solitude. Donc ce travail a duré une dizaine d'années. À un moment donné, on a fait le constat que le travail qu'on pouvait faire ensemble était arrivé à son terme, ce qui ne signifiait pas pour elle que son travail analytique personnel était terminé, mais que tout ce que nous pouvions en retirer tous les deux, et en particulier elle, était arrivé à son terme. Donc on a mis fin à notre travail analytique. Ça a été une période assez difficile pour elle. Ça a été aussi une période problématique pour moi. Comment termine-t-on un travail analytique? Comment fait-on pour que une thérapie ne s'installe pas dans les bénéfices secondaires de la dépendance qui est en travail dans ce lien? Beaucoup de mes interrogations sur... moi, je m'étais dit au début de ma carrière, de cette carrière-là en tout cas, je me disais que le travail avec les médiations, ça pouvait aller accélérer de façon importante le travail d'une psychothérapie. Mais je me suis aperçu, c'est l'expérience qui m'a mis au pied du mur, que c'était en définitive le client et tout ce travail de dégagement du sens dans cet échange à deux qui allait décider de la fin du travail lui-même. Donc, pour travailler aussi, j'ai été confronté dans le travail avec les quelques personnes dont j'ai conduit la psychothérapie, je me suis aperçu que je mobilisais, les gens qui m'avaient investi comme analyste et auxquels j'ai répondu positivement, étaient toujours des personnes qui se trouvaient dans une situation psycho-affective limite. Ce n'étaient pas des personnes qui auraient basculé dans la psychose, qui n'étaient pas psychotiques, mais dont l'expérience comportait des noyaux régressés importants, ce que les psychiatres appellent les états limites. J'ai travaillé, le fait est que moi j'ai toujours été mobilisé par des demandes d'intervenants à la suite de participation à mes ateliers, comme si l'atelier avait été le déclencheur d'une demande de soins qui n'avait jamais pu se poser ailleurs et avant. Et pour des personnes qui elles-mêmes se vivaient dans des états catastrophiques en définitive. Donc cette personne a continué à exercer son métier pendant tout le temps de la thérapie. Elle était professeure de pédagogie corporelle dans une école normale d'instituteurs. Donc elle avait 47 ans quand elle a commencé sa thérapie. Elle en avait 57 quand elle a terminé. Maintenant, elle en a 78. Et elle a entrepris, 3 ou 4 ans après la conclusion de notre travail, elle a entrepris une psychanalyse. Elle est allée voir un psychanalyste, une psychanalyste, et elle a commencé une psychanalyse. Elle a ouvert un atelier d'expression sans avoir fait de formation. Elle a ouvert un atelier d'expression et elle a commencé aussi à travailler comme thérapeute avec des enfants, en particulier avec un enfant autiste. Elle s'est fait superviser dans sa ville par elle a fait ce travail aussi accompagné par un superviseur, par un psychanalyste. Elle a écrit des bouquins, donc il y a toujours eu une espèce de passion de sa part de mettre en valeur les traces de tout ce travail. Dans ce livre rouge, c'était un livre qu'elle a fait elle-même à la main, qu'elle a fait relier ensuite, et dont elle m'a fait cadeau.
Elle avait le double de tous ses carnets, ils étaient faits en double. Il y avait le carnet pour elle et les carnets pour moi. Toutes les correspondances ont été gardées en double aussi. Et elle a fait, elle, un archivage absolument parfait, là où moi j'ai dispersé, les choses ont été dispersées. Donc après tout ce temps, j'ai gardé un lien, nous avons gardé un lien d'une communication ensemble, sporadique, l'air de moi, distant, plus en communication avec elle, et jouant à l'intérieur de son travail psychanalytique qu'elle a probablement, qui a constitué pour elle un peu le centre d'un travail, c'est-à-dire qu'une partie de son travail avec la psychanalyste a probablement consisté à analyser ce qui avait pu se jouer avec moi et ce qui se jouait entre la figure que je pouvais continuer à être pour elle et cette nouvelle figure. Donc ce séminaire auquel elle a participé au début est intervenu quelques mois ou une année après qu'elle ait mis un pied dans l'institution psychiatrique. Elle avait été hospitalisée pour une dépression nerveuse assez sévère l'année auparavant et elle avait très très mal vécu cette relation à la chimiothérapie en particulier. Et elle était en recherche donc d'un espace de travail dont elle a fixé au fond c'est elle-même qui a fixé le mode de travail qui lui convenait et dans lequel elle allait me précipiter avec mon accord en définitive, c'est-à-dire qu'il semble qu'à ce moment-là j'étais prêt à m'embarquer, à me laisser embarquer dans cette nef des fous, une espèce de nef sauvage où il fallait en même temps être responsable de la conduite d'une personne et responsable de mon propre travail personnel, à la fois d'analyse de ce qui se passait pour moi et de construction de cette fonction. Donc tout ça, bien entendu, a laissé des traces dans mon mode de penser l'espace de soins, de penser l'espace analytique. J'ai pu lui dire à certains moments à cette femme que, en fait, c'était elle qui avait été mon université, le lieu de mon apprentissage de thérapeute. Et c'est sûr qu'après coup, je me suis retrouvé dans trois expériences analytiques, dont une engagée à partir de mon travail à l'hôpital psychiatrique, avec cette personne dans mes livres que j'appelle Nathalie Deslimbes, et puis le travail avec une autre personne qui a duré 13 ans, qui a commencé en 1987 et qui s'est terminé il y a deux ans maintenant, et qui rejouait dans l'espace du cabinet, à l'intérieur d'un cadre qui est devenu cette fois un véritable cadre thérapeutique avec des séances d'une durée limitée, un rythme régulier, au début 2 fois par semaine, au bout de 8 ans, 1 fois tous les 15 jours, etc. C'est-à-dire que j'ai appris de l'expérience, quand j'écris des papiers sur la question d'apprendre de l'expérience, ça a du sens pour moi, bien entendu, et j'ai pu en observer sur moi-même et sur les personnes avec lesquelles j'ai travaillé toute la fécondité, mais aussi toute la dangerosité quelque part qu'il peut y avoir pour soi-même, pour son propre équilibre, d'avancer comme ça à main nue, sans avoir eu beaucoup de choses dont j'aurais eu besoin, à la fois pour pouvoir penser dans ce monde, au fond, de quelque chose qui est une sorte de délire institué. Le transfert, c'est une sorte de folie qui se développe dans un cadre construit pour le rendre lisible. Voilà. C'est ça
le travail du transfert, lorsqu'il se déplie dans ses intensités, ce qui n'est bien entendu pas le cas, tout le monde n'a pas les mêmes histoires dramatiques, les histoires originaires dramatiques, que ce qui a pu s'en mettre en évidence dans le travail de cette femme-là, Paulette.